Bon, bah c'est l'heure, on va commencer. Bonjour, bienvenue pour ce troisième cours, le troisième cours de cette année. Il y a un écho, il y a un truc bizarre avec le micro, non? Ou c'est moi? Non, c'est normal? Bon, ok, bon, bah d'accord. Bon, bah, alors, c'est parti. Alors, rebonjour pour ce troisième cours de cette année qui va porter sur le rôle de l'activité neuronale vraiment précoce dans le développement cérébral. Et on va commencer un petit peu par revoir les choses qu'on a vues dans les cours précédents, qui ont eu lieu, donc les deux derniers cours précédents. Je rappelle que cette semaine, on va vraiment regarder plus particulièrement ce que fait l'activité neuronale, à quel moment elle arrive et ce qu'elle fait dans l'assemblage des circuits corticaux, et qui sera assez entremêlé avec le cours de la semaine prochaine où on regardera des aspects différents mais reliés à la même question, et donc le symposium le 9 avril. Alors, pendant les premiers cours, on s'est vraiment intéressé à sortir un petit peu de ce cadre l'inné de l'acquis, de programmes développementaux qui contrôlent le pré-câblage des circuits des neurones et puis qui ensuite sont confrontés ou intègrent une composante d'activité neuronale liée à l'expérience que l'individu vit. Et cette activité qu'on dit évoquée par la confrontation avec l'environnement, des sensations sensorielles, des expériences motrices, induit une adaptation des circuits associée à ce qu'on appelle une période critique, pendant laquelle des modifications des circuits vont être beaucoup plus drastiques et peuvent induire des changements permanents, et ensuite qui laissera une place à quelque chose qu'on appelle de l'apprentissage de manière beaucoup plus stable. Donc ce qu'on a vu, c'est que si tout ça est vrai, en fait, l'activité commence à être présente dans les circuits beaucoup plus tôt pendant le développement, dès les phases embryonnaires, prénatales, avec une activité qui est spontanée, autogénérée, aussi bien par les organes périphériques que par des structures du cerveau. Et on a vu qu'elle contribue à certains aspects du développement, et on va voir aujourd'hui en particulier. Donc on s'est intéressé notamment à deux grandes voies qui ont été des modèles d'études. La voie visuelle et notamment la voie binoculaire, où l'activité va de la rétine et relayée par une première structure dans le cerveau qui s'appelle le thalamus, et ensuite jusqu'au cortex cérébral, et qui est schématisé d'une manière un petit peu différente ici, avec les noyaux particuliers du thalamus, et rejoignent une aire particulière qui est l'aire visuelle primaire. Et on s'est beaucoup intéressé aussi à la voie somatosensorielle, que j'appelle somatosensorielle, mais si je parlais bien français, je dirais somesthésique. Mais c'est un anglicisme et je n'arrive pas à m'en débarrasser, donc voilà, je vais utiliser cette terminologie, donc qui vient de la périphérie, tout ce qui est touché, qui est relayé par d'autres noyaux du thalamus et qui arrive dans une autre région corticale. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des mouvements autogénérés à la périphérie, mais aussi des activités spontanées périphériques dans la rétine, des vagues rétiniennes, mais on a aussi de l'activité spontanée dans les neurones de la cochlée qui est relayée dans ces voies ascendantes. On a également une activité spontanée au niveau du thalamus, très précoce en fait, qui va générer des vagues thalamiques, et que ces deux types d'activités sont relayées encore une fois au cortex cérébral qui lui-même peut générer des activités spontanées, et que toutes ces informations accompagnent en fait le développement cortical. Donc si on part de ce schéma-là, ce qu'on a vu, c'est un cadre un petit peu différent, une activité spontanée périphérique et centrale qui va permettre de définir des phases qu'on appelle précritiques par rapport aux phases critiques, dans lesquelles l'activité va avoir un rôle dans le développement, et on a vu la semaine dernière en particulier, développement dans la construction des aires corticales particulières, mais va aussi finalement contribuer à générer des signatures, des patrons d'activité neuronale différents, des signatures d'activité différentes dans les circuits corticaux qui vont correspondre à des phases différentes de développement et qui en fait sont associées, ça on va bien le voir aujourd'hui, à l'existence de circuits transitoires qui accompagnent l'intégration neuronale et la maturation. Et donc un vrai dialogue
entre une activité entrante, la maturation des circuits associés donc à une signature particulière et progressivement un câblage, un assemblage des circuits corticaux. Ces activités précoces prénatales ont la caractéristique de devenir transitoirement ce qu'on appelle synchrones ou corrélées. Et on a vu dans le premier cours que ça va induire des propriétés particulières de câblage, de renforcement, d'assemblée d'ensembles neuronaux qui vont plus particulièrement se connecter entre eux ou renforcer leur connexion entre eux. Et une phase de développement plus tardive où on observe une asynchronie dans les réseaux et une activité qui devient beaucoup plus éparse, peu fréquente et associée cette fois-ci à des stimulations sensorielles particulières. Bienvenue. Donc, ce qu'on a vu la semaine dernière, dans le contexte des deux voies principales qu'on a vues, c'était un peu dense, mais je vais essayer de résumer ce qu'on a vu. Donc, dans le cortex somatosensoriel ou dans le cortex visuel, ce qu'on a vu, c'est que donc, ces vagues d'activités précoces, corrélées, synchrones, non évoquées, qui sont associées à de l'activité présente dans les circuits, aussi bien cortico-thalamiques que sous-corticaux, sont présentes dès des phases vraiment précoces de développement embryonnaire et contribuent finalement à des phases particulières du développement de ces aires. Donc on a un relais de l'activité périphérique. Ce qui est important et ce qui est très important aussi dans ce cours, c'est qu'en fait, l'activité en provenance du thalamus arrive avant le câblage avec la périphérie, c'est-à-dire que le niveau intermédiaire envoie des projections qui vont être actives avant de recevoir une information périphérique, et l'activité périphérique se câble ensuite. Et cette information relayée pendant toute cette phase est très importante pour les patrons d'activité, mais aussi pour contrôler des aspects particuliers du développement des circuits corticaux. La taille des différentes aires primaires associées à certaines modalités, comme l'aire primaire somatosensorielle ou l'aire primaire visuelle. On a vu que dans des contextes de déprivation sensorielle anténatale, on pouvait avoir une expansion de certaines aires aux dépens de la modalité, on va dire, déplétée, par exemple. Et puis, en fait, un raffinement progressif des projections thalamiques et de l'information associée aux axones thalamiques qui va permettre de faire une correspondance très précise entre des représentations physiques du corps, comme par exemple les moustaches situées sur le museau de l'animal, ici, qui forment donc ces champs de tonneaux ou ces barrelles qui progressivement forment des petits clusters, des petits paquets de projections et qui réorganisent les neurones autour. Donc on a une phase progressive. Là encore, l'activité relayée depuis la périphérie via le thalamus pendant cette phase très précoce, activité spontanée, est essentielle pour raffiner cette correspondance spatiale entre la carte périphérique des organes et on va dire une structure située à l'intérieur du cortex cérébral et également la réorganisation des neurones corticaux en réponse à cette activité. Donc une activité précoce, spontanée, paternée, synchrone, en patch dans cette structure qui va permettre, qui est importante pour, on va dire, construire ou raffiner les cartes pendant cette phase de développement. Et on a ensuite une activité qui devient beaucoup plus éparse, asynchrone, et qui va être cette fois-ci, on va dire, dans un contexte où l'activité tactile exploratoire, à ce moment-là, va vraiment évoquer à ce moment-là une réponse dans un environnement où il y a très peu d'activité ou beaucoup moins d'activité spontanée. Et on continue d'avoir du remodelage ou de la maturation. Donc on a vraiment cette phase d'activité spontanée qui va accompagner le développement de ces différentes cartes qu'on a vues à l'échelle, on va dire, structurale. Et cette phase permet, comme on peut le voir ici dans le contexte de la carte des barrelles, permet finalement de raffiner les représentations associées à des organes corporels particuliers à l'intérieur du cortex cérébral, de définir ou de raffiner la taille de certaines aires primaires associées à certaines fonctions. Et dans un contexte, on va dire, physiologique, c'est probablement un rôle de renforcement, de raffinement, mais dans un contexte, par exemple, de déprivation sensorielle,
ces phases on va dire, de construction en accord avec l'activité vont permettre d'accorder, d'adapter les représentations centrales dans le cortex cérébral au corps pendant cette phase développementale, on va dire, avant une confrontation active à l'environnement. Alors on a vu ça dans le cortex somatosensoriel, mais on a exactement la même chose, on l'a vu un petit peu aussi, au niveau du cortex visuel, avec des vagues spontanées qui sont très importantes pour définir la taille des aires, mais également ségréger différentes populations d'axones le long de la voie ascendante. Et on a aussi finalement maturation, spécification des colonnes de dominance oculaire dans une phase plus tardive, avant d'avoir une plasticité, etc. Un autre fait important, c'est que si, en fonction de la région et du contexte, on a toujours des activités corrélées associées à, on va dire, une activité non évoquée, générée de manière spontanée, dans le contexte de la rétine, cette activité est caractérisée par des vagues qui viennent de l'activité périphérique. Ici, on a des patchs, donc des différences, mais on a toujours ce même type de phase. Et on voit que même si, par exemple, le toucher est probablement mis en place plus tôt, l'ouverture des yeux chez l'animal est relativement tardive, mais on a toujours une transition entre cette activité corrélée non évoquée et, on va dire, un silence relatif qui se produit à peu près au même moment. Ce qui suggère une phase de maturation qui n'est pas directement associée, on va dire, à l'activité externe, puisque le petit animal peut donc ressentir du toucher bien plus tôt que le moment où il va ouvrir les yeux, qui est au stade postnatal P12 chez le rongeur, ici. Et donc vraiment des phases qui sont liées à un développement intrinsèque, orchestré, indépendant finalement de l'environnement. Alors aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à essayer de comprendre, de commencer à comprendre finalement, là on l'a vu en termes d'air, d'organisation, de carte, finalement comment est-ce que cette activité est relayée dans les circuits corticaux en développement et qu'est-ce qu'elle fait ou comment elle agit vraiment au niveau de la circuiterie présente dans le cortex cérébral pour construire ou moduler ces différentes phases d'assemblage. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que toute cette phase, ici, où l'activité a un rôle dans la construction, toute cette phase, en fait, se réalise à un moment. Les axones thalamiques, par exemple, arrivent dans le cortex cérébral et commencent à être actives alors que le cortex n'est pas encore fini d'être construit. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Au moment où les axones thalamiques arrivent, les neurones qui sont censés recevoir, se connecter avec ces axones thalamiques, qui sont censés recevoir ces connexions, ne sont pas encore en place, n'ont pas fini de migrer et n'ont pas maturé. Donc en fait, pendant toute cette phase de développement, première phase de développement, les neurones thalamiques arrivent, sont actifs, mais vont contacter des neurones et des structures qui sont des structures transitoires, des neurones transitoires, notamment les neurones de la sous-plaque, qui vont former des circuits transitoires. Et c'est via ces circuits transitoires que l'activité va commencer à, on va dire, influer sur le développement cortical. Donc on va voir également qu'après, on va dire, ce ciblage intermédiaire sur ces neurones de la sous-plaque, les neurones vont poursuivre leur chemin pour atteindre leur cible définitive, mais on aura là aussi une autre phase de maturation très importante. Donc on va vraiment aujourd'hui s'intéresser à cette première phase qui est que l'activité arrive, elle arrive beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait, entre guillemets, mais en fait, elle arrive à un moment où les neurones que ces axones sont censés connecter ne sont pas encore complètement en place. Donc on va s'intéresser à cette phase assez particulière et puis la semaine prochaine, on s'intéressera finalement à une deuxième phase, une fois que les neurones arrivent et peuvent commencer à cibler sur les neurones, enfin comme ça, à connecter les neurones qu'ils atteignent de manière finale, on va commencer à regarder un petit peu un effet sur un autre type de neurones
qui, eux, vont être essentiels pour mettre en place les patrons d'activité et aussi, on va dire, la phase d'extinction de cette activité spontanée et le début d'un passage à une activité plus mature. OK ? Donc on va commencer par vraiment regarder ce qui se passe à ces étapes très précoces. Et pour faire ça, pour comprendre un petit peu comment cette activité agit, on va d'abord finalement revenir sur des aspects structuraux du cortex qu'on n'a pas tellement vus jusqu'à présent. On s'est beaucoup intéressé à l'organisation en aires primaire, en aires secondaire, tertiaire, etc. Mais on n'a pas tellement regardé l'organisation laminaire et colonnaire du cortex adulte et comment est-ce que cette organisation est associée par exemple au codage de l'information. Et on va s'intéresser un petit peu à ça pour pouvoir ensuite revenir finalement sur comment est-ce que les différents composés de cette organisation laminaire et colonnaire du cortex sont générés, à quel moment, pour voir aussi quand les axones arrivent et que l'activité arrive, comment est-ce que tout ça se met en place. On aura une partie importante justement pour aller regarder ces cellules cibles, on va dire par intérim, qui sont les neurones de la sous-plaque, les circuits transitoires qui sont associés. C'est des neurones qui sont là pendant un certain temps et puis qui ensuite sont éliminés. Donc pourquoi, comment, qu'est-ce qu'ils deviennent, qu'est-ce qu'ils font et comment ils relayent finalement cette information liée à l'activité qui arrive tôt. Et puis on commencera à voir un petit peu, au-delà de la sous-plaque, comment est-ce que l'activité agit ou module finalement des neurones particuliers et comment ou pourquoi est-ce que des modifications des interactions entre ces neurones et l'activité très précoce peut être liée à un développement pathologique. Voilà, c'est le menu. Donc on peut attaquer maintenant. On va revenir vraiment sur des choses assez générales sur comment est-ce que le cortex fonctionne, comment les colonnes fonctionnent et codent l'activité sensorielle. Donc on a beaucoup vu cette carte de Brodmann qui définit vraiment différentes aires du cortex associées à différentes fonctions, les aires primaires, somatosensorielles, visuelles, l'aire de Broca, du langage, etc. Mais en fait, pour pouvoir définir ces différentes aires, Brodmann a regardé beaucoup, a fait des coupes et a regardé l'organisation transverse du cortex cérébral, qui est ici, c'est un dessin de Santiago Ramón y Cajal, qui était le premier à avoir fait ces colorations et ces dessins magnifiques. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a des petites flèches. Déjà, à partir des dessins anatomiques, Santiago Ramón y Cajal avait supposé comment l'information pouvait bien circuler à l'intérieur des circuits et des différentes couches. Et si on regarde le cortex cérébral, il y a des petites variations en fonction des aires, c'est ce qui a permis à Brodmann de définir ces différentes aires, mais finalement, c'est des variations sur un même thème. On va retrouver les mêmes types de neurones, notamment plus ou moins 6 couches en fonction des aires, et une organisation assez conservée. Et ça a vraiment donné l'idée, à partir des travaux, déjà Santiago Ramón y Cajal, mais il y a aussi Lorente Deno qui s'est beaucoup intéressé à ces questions, et ça aboutit vraiment à l'hypothèse établie par Vernon Mountcastle de la colonne corticale, qui était de dire que finalement, peut-être que l'unité de codage de l'information ou du traitement de l'information dans le cortex, c'était une toute petite colonne d'1 millimètre carré, ici on pouvait faire une carotte, où le flux d'information arrive et relayé, on va dire un traitement de l'information, et puis une sortie, donc une boîte noire de traitement de l'information, et ces colonnes, les unes à côté des autres, seraient ce qui permet de coder l'information dans le cortex cérébral. Et finalement, les différentes aires seraient, entre guillemets, coderaient des informations de nature différente en fonction de l'information entrante, tout en étant adaptée à chaque, par exemple, modalité, et en sortie. Et donc c'est aussi ce qu'il y a beaucoup plus récemment, cette hypothèse. Donc il y a énormément de travaux computationnels dont je ne parlerai pas du tout, mais si vous avez des questions, on peut en parler à la fin du cours, qui se sont intéressés à ces questions. Est-ce qu'il y a des colonnes? Est-ce que les colonnes sont différentes, etc. Mais c'est aussi ce qui a lancé, par exemple, les grands projets récents comme le Blue Brain Project ou le Human Brain Project, où l'idée était d'aller regarder comment une colonne corticale est organisée
au niveau de toutes ces connexions, est-ce qu'on peut la modéliser et est-ce qu'on peut comprendre comment finalement le cortex cérébral code et traite de l'information. Donc ça, c'est des représentations schématiques où on a les colonnes corticales, où vous voyez que finalement d'une colonne à l'autre, on arrive à avoir le même type de connexion. Alors on parle de colonnes, mais en fait, c'est des organisations structurales en couches de neurones de types différents. Et on peut distinguer deux grandes classes de neurones dans les circuits corticaux. Alors des neurones qu'on appelle de projection, même si c'est une très mauvaise terminologie, mais c'est une terminologie historique. La plupart de ces neurones sont appelés des neurones pyramidales parce qu'elles ont un corps cellulaire en forme de pyramide, des dendrites basales assez étalés, un axone et un long dendrite apical qui, en général, va jusqu'à la couche la plus superficielle du cortex cérébral et forme beaucoup de connexions. Et donc on retrouve des neurones pyramidaux dans la plupart des couches. On va voir que dans la couche 4, il y a une petite variation sur ce thème qui est la couche principale d'entrée des axones thalamiques. Et puis toute une série, toute une collection de neurones que Caral appelait des neurones à axones courts, qui peuvent avoir des morphologies très particulières et qu'on appelle des interneurones de circuits locaux, même si encore une fois, ce n'est pas forcément une très bonne terminologie parce que certains de ces interneurones peuvent avoir des projections des axones qui vont assez loin. Mais l'idée, c'est que globalement, ces neurones ici peuvent projeter loin, en dehors de l'aire dans laquelle ils sont, soit de manière ipsilatérale, c'est-à-dire du même côté, soit contralatérale, soit aller vers d'autres structures cérébrales, alors que les circuits vraiment locaux vont se connecter, ces interneurones vont se connecter localement et moduler l'information circulante, l'information neuronale circulante de manière locale. Une autre caractéristique importante de ces différents types ou classes d'interneurones, c'est que ces neurones, ici, sont des neurones excitateurs et utilisent le neurotransmetteur glutamate. C'est-à-dire quand ils vont se connecter à un autre neurone, ils vont sécréter du glutamate et que ça va déclencher l'activation du neurone sur lequel ils projettent. Des connexions externes, comme je le disais, et en fait, c'est 80% des neurones présents dans le cortex. Donc une vaste majorité des neurones sont des neurones excitateurs. Et ces interneurones ici, chez l'adulte, et on y reviendra la semaine prochaine, il y a ce qu'on appelle un switch développemental, là encore anglicisme, un switch. Une transition développementale utilise comme neurotransmetteur le GABA. Et ça veut dire que chez l'adulte, quand ils vont connecter un neurone, ils vont sécréter du GABA. Les récepteurs au GABA vont inhiber l'activité du neurone qui est connecté. Donc c'est des connexions locales et c'est que 20% des neurones qui sont présents dans le cortex cérébral, mais c'est des neurones qui ont un rôle absolument majeur parce qu'ils orchestrent l'activité, les patrons d'activité des neurones excitateurs. Par exemple, ils vont empêcher une surexcitation qu'on peut voir par exemple dans des contextes de crise d'épilepsie. Et ils vont orchestrer les rythmes cérébraux comme on l'a vu dans le premier cours qu'on peut détecter notamment en EEG. Donc en fait, cette espèce de cet équilibre ou cette harmonie ou ce qu'on appelle va permettre une balance, un équilibre, mais surtout un câblage relatif de l'excitation et de l'inhibition qui va encore une fois permettre de définir ces rythmes. Alors si on veut parler des différents neurones de projection, donc je vous disais, la plupart de ces neurones sont des neurones pyramidaux avec un corps cellulaire ici, des dendrites qui permettent de recevoir des entrées, et puis un long dendrite apical qui va permettre de recevoir aussi des entrées dans cette couche très superficielle. Donc je disais 6 couches, on commence par la surface, avec la couche 1, qui est une couche qui est chez l'adulte relativement acellulaire, il n'y a pas de cellules, il y a surtout des connexions nerveuses. Et puis 2, 3, 4, alors et après on a 5A, 5B, 6A, 6B, mais voilà, 5, 6. Et puis voilà, donc on va retrouver des neurones pyramidaux un petit peu partout. Et dans la couche 4, par exemple, c'est la couche où on a formation des champs tonaux. C'est une couche
majoritairement ou dans les aires primaires sensorielles, les axones thalamiques arrivent et connectent majoritairement sur cette couche-là. On a finalement des neurones qui sont peu pyramidaux, qui vont avoir une organisation de dendrites très locale et associée finalement à la réception de l'information qui arrive dans cette couche-là. En termes de projection externe, on a des patrons assez différents qui vont impliquer les neurones des différentes couches dans différentes fonctions. Alors c'est un peu compliqué, mais on retrouve une organisation laminaire qui est pratiquement présente dans tous les cortex sensoriels, et je ne parlerai pas des cortex moteurs ou d'autres types de cortex. Les neurones situés dans des couches superficielles, c'est-à-dire 2, 3, vont envoyer leur axone dans d'autres aires corticales, soit encore une fois du même côté de l'hémisphère ipsilatéral, soit de manière contralatérale pour cibler d'autres neurones corticaux. Les neurones dans la couche 5 vont envoyer leurs axones vers des cibles sous-cérébrales, par exemple les neurones moteurs de la moelle épinière. Quand vous avez une activité motrice, c'est des neurones qui sont situés dans le cortex, qui vont directement descendre tout le long de la voie et aller cibler des neurones moteurs. Mais il y a d'autres cibles avant. Et les neurones de la couche 6 vont aller vers le thalamus et vont prodiguer une information rétrograde. Et on a ce qu'on appelle des boucles entre le thalamus, qui relaie l'information sensorielle, et le cortex, qui revient sur le thalamus, qui revient sur d'autres noyaux thalamiques. Et on a des boucles d'activité qui vont permettre donc de traiter l'information, etc. Et donc, une espèce d'organisation canonique extrêmement schématique, et donc un peu fausse, c'est que les entrées qui viennent de la périphérie arrivent majoritairement en couche 4, mais arrivent aussi en fait dans les autres couches, mais majoritairement en couche 4, que les neurones de la couche 4 vont cibler, comme ils ont une organisation beaucoup plus locale, principalement les dendrites basaux ou locaux des neurones situés dans les couches 2-3, que ceux-ci vont envoyer des connexions nerveuses vers les couches 5 et 6, et que ces couches de sortie vont aller soit vers le thalamus, créant des boucles, soit vers d'autres cibles sous-cérébrales. Et donc on a une unité ou une organisation colonnaire avec un traitement, un flux d'informations qu'on va retrouver dans toutes les différentes couches. Et vous voyez ici, c'est dans les barrelles, on voit bien que les barrelles, les champs de tonneaux sont situés ici dans la couche 4, les couches 5, 6, et on peut, en utilisant des marqueurs moléculaires, voir que les différents neurones qui sont associés à des identités différentes, par exemple ici les neurones qui projettent vers des cibles sous-cérébrales, expriment ce facteur de transcription, alors que les neurones qui vont avoir des projections qui restent en intracortical sont situés dans cette région. Donc des neurones de projection des différentes couches qui vont former des connexions spécifiques, et ces connexions vont permettre un traitement ou une circulation de l'information entrante et arriver jusqu'à la sortie. Alors on retrouve cette organisation au sein de chaque colonne dans les différentes aires sensorielles primaires, mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve de manière conservée chez différents mammifères avec des petites variations. Donc ici c'est le rongeur, dont je vous parle beaucoup, et j'ai envie de dire heureusement on retrouve la même organisation chez les primates. C'est pour ça qu'on peut aussi utiliser ces modèles animaux primates non humains et primates humains. Avec des petites variations. Par exemple, on a une amplification en nombre et en couches, des couches superficielles qui vont traiter l'information chez les primates. Et une organisation un petit peu différente chez les reptiles qui ont une structure homologue à un cortex, mais qui n'est pas vraiment organisée comme un cortex cérébral. Donc là, c'est un schéma un tout petit peu plus compliqué, un tout petit peu plus réaliste du flux d'informations. Donc le thalamus primaire qui arrive principalement sur la 4, qui va sur les 2-3, la 2-3 redescend sur la 5 et aussi sur la 5. Ceux-ci sont impliqués dans différents types de projections, qui redescendent sur la 6, etc. etc. J'ai mis ce schéma pour noter quelque chose d'important, qui est que
on a une entrée principale dans la 4 et tout ce qui va être associé finalement à des entrées sensorielles qu'on va appeler ascendantes. Je les appelle ascendantes, c'est la traduction de bottom-up. Je n'arrive toujours pas à trouver de bon équivalent. Donc tout ce qui va être bottom-up, c'est-à-dire une information qui remonte de la périphérie, qui apporte une information sensorielle périphérique, va être ciblé sur les neurones de la couche 4, mais va aussi cibler ici ces dendrites qui sont situés dans la partie basale des neurones pyramidaux à chaque fois. Et puis on a un autre type d'entrée, d'information, de connexion qui est importante pour ce flux ici. C'est finalement les axones qui vont cibler cette couche très superficielle dans laquelle il y a très peu de neurones, qui s'appelle la couche 1, et qui va vraiment cibler les dendrites apicaux. Si on prend un neurone pyramidal, on a les dendrites basaux, les dendrites apicaux. Donc on a au travers de chaque couche en fait des neurones qui vont atteindre cette structure. Et ces informations qu'on appelle top-down viennent d'autres régions corticales, peuvent être neuromodulatrices, peuvent être des régions corticales situées de manière très proche, très lointaine. Et ces informations top-down sont en fait associées soit à des représentations internes, soit à un état, par exemple un état d'éveil, de motivation, d'implication, etc., qui vont faire des entrées donc, sur cette partie du neurone. Et finalement, pour chacun des neurones, ce qu'on va avoir, c'est une computation des informations bottom-up et une information top-down. Alors, je vous en parle parce que chez l'adulte, ces entrées top-down sont aussi pensées comme étant pouvant véhiculer ce qu'on appelle des représentations internes particulières. C'est-à-dire, une fois qu'on a appris, entre guillemets, à se servir de son corps ou à faire des mouvements particuliers ou avoir une perception, on a une représentation interne, internalisée du corps, mais aussi de notre environnement. Et en fait, comment le cerveau fonctionne? Il va en permanence confronter la représentation qu'on a avec des informations sensorielles qui sont effectivement perçues. Si on déplace de quelques millimètres, quelques centimètres la poignée de porte de votre chambre, vous allez tout de suite vous en rendre compte, alors que vous ne savez absolument pas à quel endroit exactement, à quelle hauteur elle est, mais vous êtes habitué à toujours faire le même mouvement pour aller vous saisir de cette poignée de porte. Et donc la manière dont le cerveau fonctionne, c'est en faisant ce qu'on appelle du codage prédictif, c'est-à-dire de prévoir ce qui va se passer et de le confronter avec ce qui est actuellement ressenti. Et donc on va retrouver dans cette organisation particulière neuronale de la colonne corticale des entrées associées à ce qui est vraiment issu du monde sensoriel qui vont cibler particulièrement certaines régions des neurones et certaines couches, alors qu'on va avoir d'autres types d'informations qui vont arriver à d'autres endroits. Et donc on a à l'échelle du neurone et à l'échelle de la colonne un codage très particulier entre des informations différentes. Donc la connectivité corticale, l'endroit où se font les entrées, la manière dont cette information est traitée et organisée de manière spatiale, comment les connexions se font, à quel endroit, sur quel type de neurone, sur quelle même partie du neurone, sont directement associés au codage de l'information et, on va dire, aux fonctions du cortex cérébral. Donc, encore une fois, on va retrouver exactement le même type d'organisation entre les rongeurs et l'homme, avec quelques petites variations. Donc, par exemple, on a beaucoup plus de connexions cortico-corticales, on a des couches de 3 beaucoup plus étoffées, etc., etc. Mais on retrouve le même type de connexion, le même type de neurones qui vont exprimer les mêmes facteurs et qui vont présenter une connectivité stéréotypée qu'on va retrouver dans toutes les aires corticales sensorielles primaires. Ok. Donc on a cette hétérogénéité de neurones. Je vous ai beaucoup parlé de ces neurones qui font 80%, et je vais vous parler quand même un petit peu de ces interneurones qui utilisent le neurotransmetteur GABA, même si on en parlera plus particulièrement au cours prochain. Donc en fait, ces interneurones, je vous l'ai dit, ils utilisent le GABA, et alors ils ont, on va dire, une organisation canonique un petit peu différente.
on va retrouver différents types de neurones. Donc, en fonction de leur profil de décharge neuronale, de leur organisation, de leur localisation, on peut définir des grandes classes qu'on peut toujours bien sûr sous-définir ou sous-diviser en autres classes, mais on peut définir des classes qui vont être importantes dans la manière dont elles modulent l'information, la circulation de l'information. Donc ici en gris, c'est un neurone pyramidal. On va avoir des neurones qui sont plus particulièrement dédiés à connecter les dendrites, qui sont ces neurones SST ou somatostatine qui utilisent un neuropeptide particulier qui s'appelle la somatostatine, en plus du GABA. On va avoir des neurones qui sont capables, de manière non connectée mais volumique, de cibler aussi ce dendrite apical. Ces neurones-là peuvent aussi connecter les dendrites basales. Et donc, quelque part, ces neurones vont moduler les entrées sur cette, on va dire, sur cette région-là. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez une synapse excitatrice ici, mais que ce neurone est actif, il va bloquer le passage de l'excitation. Donc, en fonction de l'endroit où ces neurones inhibiteurs se connectent et forment des connexions, ils vont pouvoir moduler différemment les entrées des neurones excitateurs et l'activité en aval du neurone cible. Donc, on a ces neurones-là. On a des neurones qui, eux, vont vraiment cibler le corps cellulaire. Donc, tout ce qui descend va être limité ou shunté. Et on a des neurones qui vont se situer ici au début de l'axone et donc vont pouvoir également avoir une activité extrêmement forte. Et enfin, on a ces petits neurones ici qui, eux, inhibent d'autres interneurones. Donc quand ils sont actifs, ils vont inhiber ces interneurones et les empêcher de bloquer l'activité et donc ils vont permettre une activation globale ou locale du circuit en étant eux-mêmes actifs. Donc on a différentes classes d'interneurones qui vont cibler des parties différentes des neurones pyramidaux. On les retrouve dans des proportions un petit peu différentes dans les différentes couches. Donc il y a des neurones, par exemple, ces neurones ici qui ciblent l'axone, qui vont avoir une activité très forte, qui sont les neurones chandeliers, sont plus particulièrement présents dans certaines couches, etc. Donc on a une diversité cellulaire qui est, et donc une diversité d'actions aussi associée à la localisation particulière et au mode d'action des différents types d'interneurones. Et là aussi, la localisation et la formation de ces connexions va moduler différemment des types d'informations différentes. Donc de manière, là encore une fois, je ne vais pas du tout parler de computation, mais c'est quand même intéressant on commence maintenant à pouvoir modéliser entre les différentes couches le mode d'action des différents types d'interneurones, la manière dont ils vont moduler les circuits et l'activité globale des circuits qu'on peut utiliser dans des contextes différents. Et c'est très clair que même si ces neurones sont une minorité des neurones, que 20%, ils ont un rôle absolument fondamental pour orchestrer les rythmes, les activités dans les circuits. Et je vais juste vous parler d'une classe particulière, on va dire, qui est cette classe ici en rouge, PV. Alors PV, c'est pour parvalbumine, c'est simplement un marqueur moléculaire de ces neurones. C'est des neurones qui vont cibler spécifiquement le corps cellulaire, donc le soma de neurones excitateurs, et vont être capables finalement d'inhiber radicalement, globalement, l'activité des neurones qui contactent. Donc c'est une inhibition périsomatique qui peut être très forte. Ce sont des neurones qui ont un rôle aussi particulier dans la couche 4. C'est pour ça que je vous en parle aussi, on y reviendra. Parce qu'en fait, quand l'excitation arrive, elle va cibler des neurones de la couche 4. Donc pour dire maintenant, voilà l'information, par exemple, la vibrisse a bougé, il y a un signal visuel, etc. Il faut que le neurone de la couche 4 de cet aire primaire donc, soit actif. Mais en fait, ces entrées excitatrices qui viennent de la périphérie vont également déclencher l'activité de ces neurones PV qui vont tout de suite inhiber le neurone excitateur qui relaie l'information. C'est ce qu'on appelle une inhibition feed-forward. Qu'est-ce que ça va permettre ça ? Ça va permettre un codage extrêmement précis de l'information sensorielle entrante.
le neurone cible est activé et il est tout de suite éteint. Donc on a une précision extrême associée au développement de ces interneurones particuliers feed-forward. C'est aussi des neurones qui, dans un contexte plus large, vont permettre et orchestrer des rythmes qui s'appellent les oscillations gamma, qu'on retrouve, comme on l'a vu au premier cours, dans un état d'éveil, un état actif, qui sont associés vraiment à des fonctions cognitives. Si ces interneurones PV sont altérés, on a des problèmes d'oscillation gamma et on a des défauts d'oscillation gamma dans un grand nombre de maladies neurodéveloppementales où ces interneurones PV sont connus comme étant dysfonctionnels et comme causant ou contribuant aux pathologies. C'est aussi des neurones particuliers parce qu'ils sont entourés avec le développement d'une matrice particulière qui, on va dire, orchestre leur activité. Et c'est ces neurones particuliers PV qui sont responsables de la plasticité des colonnes de dominance oculaire. Donc on a vraiment des neurones qui sont finalement quantitativement en très petit nombre, mais qui vont avoir un rôle tout à fait clé dans l'orchestration de l'activité et de la plasticité des circuits. Et on en parlera beaucoup la semaine prochaine. Comme je le disais, au cœur des pathologies neurodéveloppementales, aussi bien des troubles du spectre autistique, mais aussi des maladies neuropsychiatriques comme la schizophrénie, d'autres pathologies de manière beaucoup plus évidente comme l'épilepsie, où on a des défauts d'activité ou de suractivité des circuits, on va retrouver des dysfonctions de ces interneurones et de manière plus générale de ce qu'on appelle la balance excitation-inhibition dans les circuits corticaux. Donc des neurones de types différents qui vont s'assembler de manière assez stéréotypée dans différentes couches vont permettre le traitement et le flux de l'information et de réguler le flux de l'information et les activités. Et donc une question finalement, c'est comment est-ce que tout ça s'assemble et comment est-ce que l'activité participe ou peut influer sur ces étapes de construction. Donc on va venir assez vite sur les étapes de construction des différentes couches. Donc, je vous ai parlé des deux types de neurones, neurones de projection excitateurs GABA, interneurones dont je viens de vous parler. Et ce qui est assez frappant, c'est que ces deux types ou ces deux grandes classes de neurones ont en fait une origine développementale complètement différente. Donc, les neurones de projection sont générés dans le néocortex de manière locale et vont migrer et vont s'installer, se développer selon un patron qu'on appelle dehors, dedans, inside out. On verra ce que ça veut dire. C'est que les neurones les plus vieux sont situés en bas, puis les neurones générés ensuite passent au-dessus, puis les neurones générés ensuite passent en-dessus et vont former comme ça les couches. Alors que les interneurones ne sont pas générés dans le cortex. Ils sont générés dans une autre structure à côté, avec ce qu'on appelle les éminences ganglionnaires, donc éminence ganglionnaire médiale, médiale ganglionique éminence MGE, ou éminence ganglionnaire caudale, vont migrer tangentiellement, c'est une migration assez longue, vont aller dans le cortex cérébral et ensuite, et uniquement ensuite, s'installer. Donc déjà, des neurones qui font des choses différentes, qui ont des origines différentes, qui doivent tous migrer et ensuite s'assembler pour se connecter et faire des circuits. Alors ça c'est vraiment très très clair chez le rongeur. Chez l'homme, il y a des papiers sortis à fin 2022 qui suggèrent que peut-être une partie des neurones, des interneurones pourrait être produit localement au sein du cortex, notamment certains interneurones des couches superficielles. Donc cette dichotomie n'est pas aussi stricte que ça, mais une grande majorité des interneurones, même chez l'homme, en fait, viennent de ces éminences ventrales. Alors, je vous disais, elles migrent. Je vais commencer juste par vous décrire la migration des interneurones parce que, encore une fois, on en parlera surtout la semaine prochaine. Donc, je vous ai dit, c'est des neurones qui migrent, qui arrivent dans le cortex, et en fait, ils vont, pendant très longtemps, être exclus de la zone dans laquelle vont se former les futures couches corticales qu'on appelle la plaque corticale. Donc ici, on a des progéniteurs situés en ventral qui vont produire des neurones et qui vont migrer, on va voir ça. Et ici, on a toute une zone où vont commencer à se différencier les neurones pour former les différentes couches du cortex cérébral, donc 6, 5, 4, 3, 2, etc.
Et pendant longtemps, on a une migration tangentielle où les interneurones sont exclus de cette zone, vont rester dans cette zone marginale, MZ, qui va devenir la future couche 1, ou migrent en dessous, ou migrent dans les zones prolifératives. Et puis, en fin d'embryogenèse, après que les axones, ou au moment où les axones thalamiques, on va dire, arrivent, mais plutôt après que les axones thalamiques arrivent, ces interneurones vont changer de migration, de mode de migration, rentrer dans la plaque corticale, s'installer dans la couche qu'ils vont cibler et commencer à se différencier et à se connecter. Et donc on a différentes classes d'interneurones qui vont cibler différentes régions. Et ces différentes classes d'interneurones ont des origines un petit peu différentes. On a les neurones, notamment par exemple PV, qui sont générés exclusivement à partir de cette région, ou d'autres neurones à partir de cette région. Donc on a des neurones qui ont des identités différentes, qui auront des propriétés différentes, qui viennent de régions différentes, qui migrent et qui vont s'installer. Donc, encore une fois, on peut retrouver des patrons de connexion très différents, mais on a des organisations très stéréotypées qui sont liées à des neurones différents. Si on veut essayer de faire le lien entre cette espèce de long trajet migratoire et ce qu'on sait de la cinétique, qu'on a vu, la cinétique de différenciation corticale et d'arrivée des axones, cette migration tangentielle, elle commence au moment où commencent les vagues thalamiques, par exemple d'activité spontanée, même avant, en fait, et puis les neurones vont rentrer dans la couche, dans la plaque corticale, entre guillemets, un peu avant la naissance, et donc vont continuer à essayer de migrer pour trouver leur place pendant cette première semaine postnatale, vont commencer à se câbler pendant cette première semaine postnatale, et on a ensuite du raffinement et des circuits. Donc ici, c'est la phase, je vous disais que l'activité est importante pour contrôler l'organisation, et on verra la semaine prochaine que cette deuxième phase est vraiment inclue et très important, un développement très important de l'inhibition, donc de ces circuits GABAergiques, qui va être importante pour décorréler l'activité et mettre en place une activité mature, et que ça dépend en partie de l'activité. Mais on va plutôt se focaliser sur les neurones excitateurs et en particulier sur la manière dont l'activité arrive dans le cortex cérébral aujourd'hui. Donc ces neurones de projection, eux, ils sont organisés aussi en couches et ils vont forcément commencer à former les couches alors que les interneurones sont encore en train de migrer à l'extérieur de cette plaque corticale. Alors ça, c'est un schéma, c'est très très compliqué, mais ce qu'il faut juste retenir, c'est ça, c'est qu'on a des progéniteurs qui sont situés dans les zones qui sont proches du ventricule, donc c'est-à-dire là où il y a le liquide cérébro-rachidien, donc à l'intérieur, et la surface piale, ça sera la couche 1. On a les méninges ici. Donc on a des neurones, on a des progéniteurs qui vont donner naissance soit à d'autres progéniteurs, soit à des neurones, peu importe. Mais les neurones qui sont des cellules qui ne vont plus se diviser par la suite, c'est bien le problème. Quand on perd des neurones, ils ne se divisent plus après. Ce n'est pas par exemple comme les cellules de la peau ou du foie. Ces neurones vont s'accrocher à ces longs prolongements qui sont des prolongements faits par des progéniteurs qu'on appelle des glies radiaires ou des progéniteurs apicaux et vont migrer le long de ces longs prolongements pour aller rejoindre leur position finale et la couche finale. Et donc les premiers neurones générés vont faire ce qu'on appelle les couches profondes, 5-6, et puis les neurones générés ensuite vont dépasser ces premiers neurones générés pour aller faire les couches les plus superficielles. Donc c'est ce qu'on appelle ce patron inside-out. Donc les neurones des couches profondes sont générés avant les couches superficielles. Et par exemple, les neurones de la couche 4 sont générés à peu près vers E14, E15 chez le rongeur, donc le jour embryonnaire 14 ou 15 chez le rongeur. Et je vous rappelle que les axones thalamiques arrivent à peu près vers E15, E16 dans le cortex cérébral. Donc au moment où les axones arrivent, les neurones ne sont pas du tout encore même dans la couche où ils seront par la suite et où il y aura connexion entre les axones entrants et ces neurones de la couche 4. Moi, ça, j'en reparlerai après, mais donc,
L'idée aussi, c'est finalement qu'on va retrouver une organisation en colonne à partir de ces neurones qui migrent le long de ces longs prolongements de ces pieds radiaires, une organisation en colonne où on va avoir des neurones qui sont issus pas forcément de ce progéniteur, mais de progéniteurs adjacents et qui vont pouvoir être transitoirement pendant la migration reliés par des connexions particulières, qui va pouvoir ensuite, par la suite, créer des jonctions, ce qu'on appelle des jonctions gap, qui va permettre une activité spontanée, on va dire, corrélée entre ces différents neurones, et ensuite, potentiellement, une activité qui se décorrèle ou qui se transforme, en tout cas, en synapse. Donc on a exactement la même organisation chez l'homme, avec cette fois-ci des progéniteurs un petit peu différents, qui ne sont pas présents qu'au niveau de la zone ventriculaire, mais qui sont aussi présents dans cette zone intermédiaire, ce qui va permettre de générer beaucoup plus de neurones et éventuellement d'organiser la formation de gyri et de sulcis qu'on n'a pas chez le rongeur. Mais sur le principe, la génération des neurones dans cette région ventrale, une longue migration qui est organisée en colonne et un positionnement des neurones en fonction des couches, on va retrouver exactement la même chose. Et on a aussi donc production des neurones à différents moments. Donc on retrouve le même type de schéma. Et là, je vous ai juste pris ce schéma ici parce qu'il mentionne d'autres types de neurones que les neurones des couches 6, 5, 4, 3, 2, qui sont des neurones qui vont être transitoires. Je vous en ai parlé dans le cours d'introduction. Il y a des neurones qui sont là, transitoirement pendant le développement, mais qui vont avoir une fonction essentielle. Donc à des stades très précoces, on commence à avoir les tout premiers neurones générés qui vont former cette structure qu'on appelle la préplaque. Bon, ok, parce qu'elle est avant la plaque corticale, qui est la région où vont se faire les différentes, enfin, les neurones des différentes couches vont se différencier. Et les premiers neurones qui sont générés ici vont migrer et vont séparer cette préplaque en deux structures, la sous-plaque et ce qu'on appelle la zone marginale qui va devenir la future couche 1. Et puis voilà, on a la couche d'abord 6, puis 5, puis 4, puis 3, puis 2, etc. etc. Ce qui est très important, donc on y reviendra sur les neurones, cette plaque corticale qui va donner naissance à la sous-plaque et à des neurones dans cette zone marginale qui sont des neurones transitoires mais qui vont participer au développement. Alors ce qui est important, c'est que finalement, ces progéniteurs vont donner naissance à ces différents types de neurones dans les couches. Et maintenant, on sait vraiment très 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 bien comment est-ce que ces neurones sont spécifiés. Quand je dis spécifiés, c'est-à-dire vers quelle couche ils vont aller, à quel endroit ils s'arrêtent. Mais aussi, je vous ai dit qu'en fonction des couches, ils vont faire des connexions avec des régions différentes. Soit le même hémisphère, soit une autre région corticale, soit des cibles sous-corticales, soit le thalamus, etc. Et tout ça est contrôlé vraiment par des cascades génétiques de facteurs de transcription qui sont extrêmement bien établis. Et on sait maintenant bien comment est-ce que les différents... Au cours du temps, on a génération d'abord de couches profondes, puis de couches plus superficielles, etc. Et on est même capable de reproduire cette séquence de production ou de genèse des neurones corticaux dans des contextes in vitro où on a des cellules pluripotentes induites ou même récupérées à partir de fibroblastes de patients et formation de mini-cerveaux ou de ce qu'on appelle maintenant des organoïdes. Donc on est capable de reproduire cette séquence de production qui a l'air d'être vraiment quelque chose de relativement intrinsèque au progéniteur. Mais on a donc ces neurones qui apparaissent très tôt et dont je vais pas mal vous parler par la suite, notamment de ces neurones de la sous-plaque. Alors, avant de vous parler, donc, je vous parle des neurones de la sous-plaque et je vous ai dit qu'il y a des neurones aussi qui allaient se retrouver de manière superficielle. Et ces neurones, qui sont aussi transitoires, qui meurent pendant le développement, sont des neurones particuliers dont je ne vous ai pas parlé, donc je vais vous en dire deux mots. C'est des neurones qu'on appelle les cellules de Caral-Redius, simplement parce qu'elles ont été découvertes en même temps à peu près par Caral et par Redius. En fait, elles ont d'abord été découvertes par Redius, puis Caral les a découvertes aussi, et il a dit à Redius que Caral-Redius, ça sonnait beaucoup mieux que Redius-Caral.
Donc elle s'appelle comme ça. Comme quoi, déjà, la communication, à l'époque, c'était quelque chose d'important. Donc, ces neurones ici on le verra, ont des origines un peu particulières. Et donc on retrouve donc, des neurones qui sont situés en dessous et au-dessus. Et ces cellules vont avoir des fonctions très particulières. Elles sont générées très tôt, c'est les premières. Et les cellules de Caral-Redus ne sont présentes, détectées que pendant le développement. Elles ont une morphologie très particulière. Et ce qui a été bien démontré, notamment par le laboratoire d'Alessandra Pierani à Paris, c'est que ces cellules ont une origine, elles aussi, comme les interneurones, externes finalement au cortex. Elles sont générées dans des petits centres tout autour du cortex cérébral et vont migrer de manière tangentielle, couvrir l'ensemble du cortex cérébral. Et ces cellules ont des fonctions transitoires et elles sont largement éliminées du cortex cérébral à peu près au moment où l'activité se met à devenir décorrélée. Et elles restent dans d'autres structures, comme par exemple l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire. Donc c'est des neurones qui sont superficiels et transitoires. Mais ces neurones ont un rôle très important parce que notamment, ils sécrètent différents types de facteurs, et notamment un facteur qui a été bien identifié comme la rhyline, qui est une molécule qui va permettre d'organiser la lamination et la migration des neurones sous-jacents. Et dans des mutants pour cette molécule, qu'on appelle RILER, on va avoir une absence de séparation des neurones de la préplaque et on va avoir une inversion des couches corticales avec les neurones qui sont générés les plus tôt qui vont rester superficiels et les neurones générés par la suite qui vont venir migrer en dessous. Donc des neurones qui sont transitoires, qui migrent d'ailleurs, mais qui vont orchestrer la lamination des couches situées en dessous en produisant de la rhyline, mais d'autres facteurs également. Ces cellules transitoires superficielles, elles ont un autre rôle aussi très important. Elles vont organiser, stimuler le développement de ce dendrite apical dont je vous parlais et qui va permettre de recevoir différentes entrées qui sont très importantes pour médier d'autres influx que de l'influx ou de l'information vraiment somatosensorielle pure. Notamment des entrées top-down qui vont permettre de... pardon, c'est pas là. Notamment des entrées top-down qui vont être importantes pour le développement. Donc des neurones qui sont situés de manière superficielle, qui sont là très tôt, qui sont là pendant toute une phase particulière du développement, qui vont orchestrer la lamination, mais aussi favoriser le développement de certaines sous-structures de neurones, notamment toute cette région associée au dendrite apical et aussi au développement de certains interneurones. Donc, on va parler plus spécifiquement de la sous-plaque, donc on va revenir dessus plus spécifiquement, mais on a des neurones transitoires qui sont vraiment importants pour organiser la migration et le développement des neurones corticaux, l'organisation en couches. Donc on a une vraie chorégraphie, vraiment de migration, de développement, d'assemblage de connexions qui est, on va dire, finalement assez remarquable et particulièrement alambiquée, quelque part. Donc, on a ces petites cellules de Caral-Redus qui sont générées à la périphérie, qui vont migrer de manière tangentielle très tôt, couvrir le cortex cérébral, produire de la rhyline et des tas d'autres choses. Ces cellules vont permettre d'orchestrer la migration radiaire des neurones de projection qui vont faire les bonnes couches, qui vont commencer par faire les couches profondes, puis les couches plus superficielles, etc., etc. Et pendant ce temps-là, on a les interneurones qui viennent de ces régions encore plus ventrales, qui vont migrer tangentiellement, rester en dehors de la zone où les neurones de projection migrent et commencent à faire les couches. Et puis, vers la fin du développement, quand les neurones commencent à être, on va dire, installés ou à former les neurones de projection, les différentes couches corticales, les interneurones vont changer de mode migratoire, rentrer dans la plaque corticale, venir s'intégrer dans les circuits et moduler l'activité des neurones de projection.
Et en dessous de cette plaque corticale, on a cette fameuse sous-plaque dont on va parler par la suite et voir le rôle qu'elles ont. Donc on a vraiment une vraie chorégraphie de migration, d'assemblage, d'intégration des circuits de différents types pour aller former ces circuits qui vont ensuite permettre de faire des colonnes corticales qui vont traiter vraiment l'information et de manière pas très étonnante, des défauts de migration cellulaire sont associés à un grand nombre de pathologies, lysencéphalie, épilepsie, retard mental, mais aussi troubles du spectre autistique, etc. On va avoir des défauts de migration qui vont induire des mauvaises localisations, un mauvais câblage de différents neurones et une organisation structurelle défectueuse. Alors, cette migration, comment finalement, au niveau de la cinétique, à quel moment elles ont lieu par rapport à l'arrivée ou à l'entrée de cette activité, de l'activité périphérique relayée par le thalamus, qui au départ est une activité purement thalamique et ensuite se met à véhiculer finalement des informations périphériques spontanées non évoquées. Alors je vous disais, les différents types de neurones sont générés à différents moments. Vers E14, E15, on génère la couche 4, donc elles sont encore dans le ventricule et elles commencent à migrer. Et puis les couches plus superficielles sont générées vraiment en fin d'embryogenèse. Et les axones thalamiques arrivent au niveau du cortex, on va dire, vers E15, alors qu'une grande partie des neurones n'est pas générée. Et on a l'entrée des interneurones dans la plaque corticale vers E17. Donc vous voyez que les afférences thalamiques sont là depuis un certain moment. Et au moment où les interneurones commencent à rentrer dans la plaque, on a déjà une activité en patch spontanée dans le cortex. On commence à avoir une activité spontanée dans le cortex. Donc en fait, au moment où l'activité arrive, et ça c'est quelque chose qui est fondamental quand on repense à la dichotomie inné-acquis, au moment où l'activité arrive, le système est encore dans une phase véritable de construction de ces composés cellulaires. Et donc c'est aussi dans ce contexte-là qu'on va essayer de comprendre comment l'activité dialogue avec la construction et comment est-ce qu'elle, on va dire, elle dialogue les différentes boucles d'interaction entre des programmes purement génétique de câblage. On va fabriquer des neurones de la couche 4, de la couche 2 qui pourront faire des connexions nerveuses de tel ou tel type avec cette activité entrante. Et quelque chose qui est particulier, c'est que finalement, ces premières vagues d'activité, elles vont arriver dans le cortex cérébral et elles vont contacter ces neurones de la sous-plaque et elles vont déjà rendre cette sous-plaque active. Et c'est ces neurones qui vont commencer par relayer l'information de l'activité. Et donc, on va s'intéresser à qu'est-ce que c'est que ces neurones et quels sont les circuits transitoires associés à ces neurones qui vont permettre de relayer les premières influences de l'activité dans la construction des circuits. Ça va ? Ouais ? Bon. Voilà. Donc on passe, voilà, et voilà, oh là je suis bien là, bon timing, voilà. Donc on va s'intéresser à ces neurones de la sous-plaque et aux circuits transitoires. Alors je mets rôle et vie parce qu'en fait, vous allez voir que ces neurones sont là, ils ont un rôle très important, ils agissent par intérim, et ils sont vraiment très importants. Donc je vous ai dit, il y a ces neurones de Carrel-Redius, ces neurones de la sous-plaque, qui sont de la préplaque, qui sont séparés par les premiers neurones qui arrivent. Et en fait, si on regarde chez le rongeur, voilà la plaque corticale, les progéniteurs, c'est vraiment ça la sous-plaque, c'est une petite couche de neurones située juste en dessous. C'est très très différent chez l'homme et très différent aussi chez le primate non humain. La sous-plaque peut être énorme et contenir, on le verra, un nombre et une hétérogénéité de neurones pour l'instant qu'on ne mesure pas très bien. Donc il y a beaucoup de neurones qui peuvent être présents, mais chez le rongeur où on a bien étudié ce qu'elles faisaient, elles sont situées là en dessous. Une grande partie de ces neurones, ou une partie de ces neurones, je devrais dire, meurt. Je vous ai dit par exemple, les cellules de Carrel-Redius, la majorité des neurones
dans le cortex cérébral, pas dans l'hippocampe, mais meurent après cette phase développementale d'activité spontanée intense, c'est également le cas des neurones de la sous-plaque. Mais une partie des neurones probablement reste et s'intègre dans la couche 6 où elles vont former des neurones de la couche qu'on appelle 6B, donc la plus profonde. Donc c'est une structure qui est transitoire parce qu'on la visualise transitoirement, mais certains des neurones peuvent persister. Je vais juste vous reparler de ce mutant RILER, donc qui n'a pas, où les cellules de Carrel-Redius ne produisent plus de riline et où on a une désorganisation et on retrouve la sous-plaque en superficielle parce qu'en fait ce modèle a permis de commencer à regarder, à comprendre ce que faisait cette sous-plaque, parce qu'on avait une sous-plaque mais qui était déplacée dans les couches superficielles. Donc la sous-plaque, les neurones qui sont présents, je vous ai dit c'est des neurones hétérogènes et elles ont une origine multiple. Donc comme les cellules de Carrel-Redius, il y a des neurones qui vont venir de loin, ici de la région du septum, et migrer tangentiellement et venir contribuer à la sous-plaque. Une majorité quand même des neurones de la sous-plaque a l'air de venir de progéniteurs locaux, comme les neurones qui vont faire les différentes couches du cortex cérébral, neurones de projection. Mais on a aussi dans la sous-plaque des neurones qui viennent des régions ventrales et qui utilisent aussi comme neurotransmetteurs le GABA. Donc la sous-plaque est majoritairement formée de neurones excitateurs, mais il y a quelques petits neurones GABAergiques. Elles ont des origines multiples, mais elles viennent principalement quand même de ces régions progénitrices ici locales. Et une caractéristique de la sous-plaque, c'est que ces neurones qui sont générés très tôt vont être essentiels pour mettre en place les connexions entre le cortex et le reste du cerveau. Pourquoi ? Parce que ces neurones vont être les premiers neurones à envoyer un axone en dehors de cette structure. Okay. Et en même temps, c'est ces axones qui sont les premiers à être envoyés en dehors de cette structure qui vont permettre aux axones thalamiques de rentrer à l'intérieur du cortex. Donc ils ouvrent la voie pour laisser passer les connexions entrantes en envoyant des axones en dehors du cortex. Donc on a ici une interaction entre ces premiers axones de la sous-plaque qui sortent ici et les axones thalamiques entrants. C'est une interaction qui a été baptisée, qui a été observée, qui a bien été mise en évidence par Carla Schatz, dont j'ai déjà beaucoup parlé, mais aussi Colin Blakemore, Zoltan Molnar et d'autres personnes, et qui a été baptisée handshake, poignée de main, parce qu'on voit que ces neurones vont vraiment physiquement interagir, ce qu'on appelle fasciculer, et permettre le passage mutuel des axones au travers de cette frontière. Alors comment est-ce qu'on sait que ça se passe comme ça ? On a des tas de mutants ou de manipulations où on n'a pas de neurones de la sous-plaque et on voit que les axones thalamiques ne peuvent pas rentrer. On peut greffer des axones de la sous-plaque et voir qu'à ce moment-là, les axones arrivent, etc. Et puis on a par exemple les mutants RILER, où la sous-plaque est située de manière très superficielle. On voit que les axones sont capables de rentrer, mais par exemple, les axones thalamiques vont aller directement rejoindre les axones de la sous-plaque qui sont situés de manière très superficielle, au lieu de rester en dessous, dans la sous-plaque, là où ils sont normalement dans un contexte sauvage. Donc on voit que ces axones vont permettre de vraiment guider les entrées ou les axones thalamiques jusqu'au corps cellulaire de la sous-plaque. Alors, donc une interaction qui va permettre de connecter les deux structures et les axones thalamiques qui vont rester associés à cette sous-plaque pendant un certain temps, pendant une phase qu'on appelle une phase d'attente ou waiting period, qui dure plusieurs jours, où les axones restent dans cette région et n'entrent pas dans la plaque corticale située au-dessus, où les neurones corticaux sont en train de migrer, de s'assembler et de fabriquer des couches.
Toute cette phase d'attente, c'est vraiment le début de la phase où on a de l'activité spontanée relayée du thalamus et de la périphérie dans les circuits. Donc on a une vraie première phase d'activité qui ne va cibler initialement que les neurones de la sous-plaque dans le cortex cérébral. Et puis, on a dans une deuxième phase, donc ici c'est P2, mais on commence à avoir les axones qui vont dépasser la sous-plaque, rentrer et rejoindre la couche 4, où les neurones vont être là et vont commencer à se différencier. Et puis une deuxième phase où l'activité vraiment contacte ces neurones de la couche 4 à partir de P4 et vont réorganiser les neurones, notamment autour, ici, dans les champs tonaux. Donc la sous-plaque, elle est essentielle pour contrôler, on va dire, l'activité ascendante. C'est un relais très particulier. Et puis si elles ne sont vraiment pas là, les entrées thalamiques ne sont même pas capables de rentrer dans le cortex. Donc elles ont un rôle vraiment fondamental. Et alors on peut le voir ici en activité calcique, mais ça a été bien regardé aussi dans des enregistrements électrophysiologiques. Dès le jour 17,5 développement embryonnaire, donc 1 ou 2 jours avant la naissance, quand on stimule le thalamus, on voit qu'on a une activité entrante très forte dans la sous-plaque, mais cette activité dans la sous-plaque se propage dans le cortex cérébral situé au-dessus de manière relativement colonnaire. Donc la sous-plaque est non seulement la cible de l'activité entrante, mais va relayer, pendant cette phase de construction, va relayer l'information dans les régions corticales situées juste au-dessus de manière colonnaire. Et donc une activité moins forte, mais qui est quand même localisée. Alors les neurones de la sous-plaque ont été extrêmement bien étudiés sur un plan électrophysiologique, au niveau des connexions entrantes, des circuits, etc. Et c'est vraiment une structure très particulière. Donc elles ont beaucoup d'entrées, elles ont des connexions entre elles, mais elles sont aussi, ces neurones, ces cellules ou les neurones de la sous-plaque, vont directement connecter des neurones de projection situés juste au-dessus. Ils vont commencer par connecter les neurones, par exemple, de la couche 4. Donc initialement, le thalamus, qui doit cibler ensuite de manière finale la couche 4, va d'abord cibler la sous-plaque, et la sous-plaque va cibler les neurones de la couche 4. Mais on a aussi des neurones qui vont directement cibler ou traverser toute la couche corticale et aller cibler potentiellement des neurones dans la zone marginale, ce qui va permettre en fait une activité totale de la colonne corticale située juste au-dessus. Alors, on a vu dans le premier cours que ces activités ou ces phases de construction précoce sont associées à des patrons d'activité des circuits assez particuliers, notamment les oscillations gamma précoces, qui sont associées aux premières entrées du thalamus. Et ce qui est très clair, c'est que quand on enlève les neurones de la sous-plaque ou quand on les modifie à différents moments, après que les axones thalamiques soient rentrés, il a été bien montré que ces neurones de la sous-plaque sont essentiels pour installer, véhiculer, relayer ces patrons d'activité très particuliers qui vont ensuite être associés à des phases de construction des noyaux ou des circuits cérébraux. Donc la sous-plaque, c'est un relais, mais ça amplifie et ça permet de relayer l'activité entrante dans ce qu'on peut appeler des précolonnes, qui sont encore finalement en train d'être formées. Alors je vous disais, on peut perturber la sous-plaque et le rôle particulier de la sous-plaque a été bien étudié dans des mutants où la sous-plaque est anormale, où on peut faire des ablations de sous-plaque à différents moments du développement. Et par exemple, si on n'a pas de sous-plaque, on a du mal à construire une carte des champs tonaux, des barrels. On a aussi des défauts finalement de différents types de structures. Développement de la couche 4. Donc je vous disais, la sous-plaque va transitoirement contacter les neurones de la couche 4 avant que ceux-ci disparaissent. Et quand on n'a pas de sous-plaque, on peut avoir une innervation prématurée des neurones de la couche 4 et un développement anormal de ces neurones.
on a aussi des modifications, par exemple, de la plasticité des colonnes de dominance oculaire, donc des neurones qui sont très importants pour relayer l'information, mais aussi pour coordonner dans le temps l'arrivée de l'activité vers les différentes structures et les différentes couches corticales. Et il y a même des expériences qui montrent que finalement, l'activité de la sous-plaque pourrait contribuer à la migration même des neurones corticaux avec des interactions transitoires entre la sous-plaque et des neurones qui sont en train de migrer. Donc des cellules qui ont un rôle divers dans le sens où elles sont là, elles sont actives, elles reçoivent l'activité alors que le cortex est encore en construction et par leur connexion nerveuse, elles vont relayer cette information aux neurones situés au-dessus. Et la cinétique avec laquelle elles sont là, elles forment des circuits transitoires et elles relaient l'information, va être très importante pour le développement des circuits. Donc, si on veut résumer, on a initialement cette sous-plaque qui est très connectée et qui va envoyer, et le thalamus qui va envoyer des axones sur ces neurones de la sous-plaque. Puis ces neurones de la sous-plaque vont effectuer des connexions soit avec les neurones de la couche 4, soit avec les neurones superficiels. Les axones thalamiques qui restent dans cette région vont par la suite connecter directement les neurones de la sous-plaque. Et puis ces connexions transitoires vont être éliminées. Et à chacune de ces protocircuits ou de ces phases, on va retrouver des patrons d'activité très spécifiques qui vont refléter finalement la manière dont les circuits relayent l'information périphérique et l'entrée de ces circuits. On retrouve une modification vraiment très très forte de la circuiterie ici, à partir de P4, quand les axones thalamiques connectent directement sur les neurones de cette couche 4. Alors comment, pourquoi est-ce qu'on a comme ça une activité coordonnée dans la colonne à partir des neurones de la sous-plaque? Et puis aussi, comment, pourquoi est-ce que ces neurones finalement sont dépassés ou sont modifiés en termes de circuiterie? Alors c'est des choses qu'on ne sait pas très bien. Et on commence à y avoir des travaux, des informations que moi je trouve assez intéressantes. La première idée, encore une fois, c'est que les neurones qui sont générés dans une précolonne seraient connectés par des jonctions gap, donc auraient une activité synchrone d'activité synchrone parce qu'elles sont connectées par des jonctions électriques. Ça induirait la formation de synapses chimiques, donc on aurait toujours une corrélation finalement d'activités qui renforcent les connexions entre elles, selon le principe de Hebb, et puis finalement, on pourrait avoir un lien entre les neurones de la sous-plaque et la colonne située juste au-dessus. Ça n'a pas encore été, on va dire, vraiment démontré, mais il y aurait un lien cette fois-ci entre la génération des neurones, la sous-plaque et l'activité finalement entre toutes ces cellules. Une autre hypothèse en cours qui, je pense, est très intéressante parce qu'elle va faire émerger un thème dont on va parler de manière récurrente par la suite, c'est le fait qu'il y aurait plusieurs types de neurones de la sous-plaque qui eux-mêmes forment des microcircuits et que certaines de ces cellules pourraient être éliminées de manière très différente et certaines en fonction de l'activité entrante. Et que ça permettrait finalement de passer d'un circuit transitoire à un autre circuit transitoire, etc. etc. Alors, quelles sont les données qui pourraient soutenir cette hypothèse? Elles sont partielles. Alors, la première, c'est que effectivement, on a des neurones qui ont, dans la sous-plaque qui ont des patrons de connexion assez différents. Je vous ai dit certains qui vont jusqu'à la zone marginale et sont capables, quand ils sont stimulés, de déclencher l'activation de toute une colonne, et d'autres qui vont être uniquement au niveau de la 4, et puis d'autres qui vont être très très locaux et horizontaux. On a aussi une modification des connexions nerveuses de la sous-plaque. Ici, très tôt, on voit qu'on a beaucoup dans la zone marginale, puis ça se restreint, et puis ça change encore. Et ce qui a été montré assez récemment,
c'est qu'on peut vraiment identifier donc, des neurones qui vont cibler, encore une fois, toute la colonne, et d'autres qui vont être extrêmement horizontaux dans la sous-plaque. Donc ici, la terminologie, c'est pyramidal, et ici, c'est fusiforme. Et ce que les auteurs ont montré, c'est qu'en fait, ces cellules étaient connectées de manière différente avec le thalamus et avec le cortex. Ces cellules fusiformes, ici, c'est en fait celles qui reçoivent les entrées thalamiques. Et ces cellules ici vont être connectées et être capables d'activer de manière assez forte ces neurones, mais juste à côté, qui, eux, sont capables de cibler toute la colonne corticale située au-dessus. Donc on a un espèce de relais qui va permettre ici d'avoir ces cellules fusiformes qui vont activer ces cellules, qui vont activer toute la colonne. Et puis on a à ce moment-là aussi une entrée descendante avec les neurones situés ici qui vont activer ces neurones, qui vont potentiellement pouvoir ensuite activer la voie descendante que ces neurones ouvrent de manière similaire. Donc on a des boucles avec des neurones de types différents. Et ce qui est assez frappant, c'est que ces différents neurones sont détectés en proportion de manière très différente au cours du développement pendant cette phase où il y a de l'activité corrélée. Donc très tôt, on a les deux types de neurones présents de manière à peu près équilibrée. Et puis à partir de P4, on a pratiquement une disparition assez rapide de ces neurones fusiformes qui reçoivent normalement les entrées thalamiques. Donc on peut imaginer assez facilement que la disparition de ces neurones, potentiellement par mort cellulaire ou par transformation, fait qu'on va avoir une déconnexion entre le thalamus et des neurones qui sont capables d'activer toute la colonne corticale située au-dessus. Et qu'à ce moment-là, peut-être que les axones thalamiques vont continuer leur chemin et aller rencontrer la cible suivante qui va être les neurones de la couche 4. Donc là, on aurait un système où on a des connexions, des types cellulaires transitoires qui ont des connexions spécifiques qui vont permettre de relayer pendant un temps uniquement certaines entrées et créer des circuits transitoires qui vont permettre de relayer l'information et puis être remodelés. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a été suggéré que ces neurones-là puissent disparaître de manière activité dépendante, c'est-à-dire qu'une activité prolongée de ces neurones, qui sont connus comme étant fragiles, pourrait induire leur élimination par mort cellulaire. Et à ce moment-là, on a un circuit qui se met en place, des neurones qui deviennent actifs, l'activité les élimine, le circuit change et on passe à la phase suivante. Donc on a de manière assez critique, on va dire, un rôle fort pour ces neurones qui sont encore une fois des neurones par intérim, qui reçoivent l'activité, qui la relayent, qui l'amplifient, qui vont ensuite disparaître, mais on va dire l'orchestration et la temporalité de leur élimination même est essentielle, puisque si on les élimine de manière prématurée, on a des défauts de développement. Alors, des défauts de développement de la sous-plaque ont été associés de manière un petit peu non surprenante à un grand nombre de pathologies neurodéveloppementales. Et une des premières caractéristiques qui a été bien observée, c'est que ces neurones de la sous-plaque sont extrêmement vulnérables et sensibles, notamment à des conditions d'hypoxie ou d'ischémie qui sont des conditions qu'on va retrouver, par exemple, dans des situations où on peut avoir des naissances prématurées, où on va avoir, on va dire, une encéphalopathie de la prématurité avec des défauts de développement associés. On observe donc de manière corrélative des modifications ou un défaut de survie et une mortalité incrue de ces neurones de la sous-plaque. On peut les retrouver aussi dans des contextes d'infection périnatale qui sont associés à des réactions inflammatoires ou aussi dans des contextes on va dire, de troubles du spectre autistique qui peuvent être induits par une exposition à certains composés chimiques comme l'acide valproïque où on sait qu'on a des modifications de survie des neurones de la sous-plaque
qui sont associés à un développement anormal et à l'émergence de troubles du spectre autistique. Donc des défauts de sous-plaque, de manière non surprenante, sont associés à des pathologies neurodéveloppementales. Ce qu'on sait aussi, et qui peuvent être assez vastes, ce qu'on sait aussi, c'est qu'à l'inverse, on peut trouver dans certains contextes pathologiques une survie de ces neurones de la sous-plaque qui sont normalement éliminés et dont on pense qu'ils sont un indicateur également d'un développement anormal. Donc on retrouve, on va dire, les deux phénotypes extrêmes. On a des neurones transitoires qui ont une fonction transitoire qui sont associés à des activités particulières. Les éliminer plus tôt ou le fait qu'elles persistent plus tard et que les circuits transitoires associés à ces cellules soient maintenus, les deux conditions vont causer des défauts de développement avec des phénotypes probablement et des pathologies différentes. Alors juste pour finir, finalement, une espèce d'extension de ce dont je viens de vous parler par rapport aux neurones de la sous-plaque, mais on va aller assez vite. Donc ces neurones qui sont essentiels pour relayer l'activité dans les circuits de manière très particulière et transitoire. Et une fois que l'activité arrive, finalement, qu'est-ce qu'elle fait sur les autres cellules qui sont présentes? Et on va surtout et uniquement là parler des neurones excitateurs, glutamatergiques, les neurones de projection des couches corticales et les neurones de Caral-Redus. Et on verra tout ce qui est développement des interneurones, rythmicité et pathologie la semaine prochaine. Donc je vous ai dit, les différentes couches corticales sont générées. Et une phase vraiment essentielle du cortex, du développement des circuits corticaux, qui est associée, on va dire, à un développement physiologique et qui a été bien mis en évidence dans d'autres structures développementales depuis les travaux de Martin Raff chez un petit ver, le C. elegans, c'est la mort neuronale. On produit des neurones de manière excessive dans le cortex et ailleurs, et on a une phase d'élimination de neurones pendant notamment cette phase développementale précoce dans laquelle l'activité est particulièrement présente. On a une mort neuronale qui va être différente en fonction des populations. Donc, je vous ai dit, il y a des populations transitoires, les cellules de Caral-Redus qui sont là, elles sont complètement éliminées, ou pratiquement. Il en reste une, et il en reste sinon dans l'hippocampe. Mais des neurones excitateurs, et aussi inhibiteurs d'ailleurs, qui vont former les couches neuronales, vont subir une mort neuronale qui va être différente, décalée dans le temps en fonction des types cellulaires, mais qu'on retrouve vraiment pendant cette phase de construction des circuits, pendant cette phase d'activité corrélée spontanée. Par exemple, donc les neurones de Caral-Redus vont principalement être éliminés entre P7 et P10. Les neurones de la sous-plaque sont également éliminés pendant cette période. Certains subsistent, mais une grande partie sont éliminés. Et pour les neurones excitateurs, c'est entre P4 et P7, on a quand même 100%, vous voyez, c'est vraiment non négligeable. On peut avoir 20-30% des neurones qui sont éliminés après avoir été générés pendant cette phase de construction. Alors, comment ils sont éliminés? En général, ça implique un processus de mort cellulaire programmée qui s'appelle l'apoptose, qui est une mort assez propre. Les neurones, on dit, se suicident. Il reste tout ce qui concerne leur noyau, l'ADN, leur composé cellulaire va rester enfermé dans des vésicules, ce qui fait que ça ne va pas déclencher beaucoup d'inflammation locale. Les débris cellulaires vont pouvoir être éliminés, mais on a une phase d'apoptose particulière. Et ça, c'est une autre manière de le montrer. On a vraiment des neurones qui sont générés en grand nombre et qui vont être éliminés pendant cette phase postnatale. Disparition complète des neurones de Caral-Redus, partielle mais quand même marquée de la sous-plaque et de tous les autres types de neurones. Alors qu'est-ce qui régule finalement cette mort? Ce qui a été bien montré, c'est que l'activité contribue de manière significative à la régulation de l'apoptose ou du maintien de certaines populations dans les circuits.
Et notamment, les neurones qui sont électriquement actifs vont avoir tendance à produire des signaux qui vont favoriser leur survie ou bloquer des cascades apoptotiques, vont produire des molécules qu'on appelle neurotrophiques qui vont favoriser leur survie. Et donc, on va avoir des neurones qui vont, lorsqu'ils sont actifs, impliqués dans des circuits qui sont électriquement actifs, vont statistiquement avoir plus de chances de survivre à cette phase de mort neuronale et d'élimination neuronale. On peut, dans certains cas, en regardant le patron d'activité des neurones, prédire si un neurone va survivre ou va être éliminé. Donc une phase absolument essentielle où l'activité entrante va renforcer des connexions entre des neurones, parce qu'ils sont coactifs et qu'on a vu que ça va consolider les synapses qui sont faites entre ces neurones. Et le fait de consolider ces synapses ou ces connexions va faire qu'ils vont être encore plus actifs ou coactifs et avoir ces vagues d'activité corrélées. Et ça va favoriser leur survie. Les neurones qui ne sont pas présents dans ces circuits vont avoir une plus grande chance d'être éliminés pendant cette vague d'activité neuronale. Alors comment ça se passe? C'est juste des exemples où l'activité neuronale, via différentes cascades internes cellulaires, va ici pouvoir favoriser la survie, ou ici dans ce contexte-là, favoriser, ne pas bloquer ou promouvoir une cascade apoptotique. Donc en fait, encore une fois, on va se retrouver avec de l'activité au départ éparse, puis qui va être médiée par des jonctions gap et relayée de manière massive par la sous-plaque, une structure transitoire, des neurones transitoires qui permet d'avoir l'activité qui rentre alors que les neurones sont encore en train de migrer, etc. Toute cette activité va être corrélée, renforcée, les neurones vont être favorisés dans leur capacité de survie, ceux qui sont câblés. Et donc on va avoir finalement une synergie entre l'activité entrante, le câblage de précolonne et la survie des neurones à cette phase d'élimination neuronale. Et on retrouve donc, on va dire, des phases d'élimination neuronale qui sont vraiment situées pendant cette première semaine postnatale chez le rongeur, où on a cette activité, encore une fois, corrélée, entrante, etc. Donc des phases physiologiques du développement importants, et dans un contexte des différentes couches et des neurones excitateurs, l'activité, principalement, favorise la survie. Maintenant, il y a des cas particuliers, atypiques et paradoxaux, comme par exemple celui des cellules de Carl-Redius, qui a été bien établi, et potentiellement, mais ça n'a pas encore été bien établi, potentiellement également ceux de la sous-plaque, où là c'est l'inverse. L'activité neuronale promeut l'élimination de ces différentes populations de neurones. Alors dans les cellules de Carl-Redius, ça a été bien montré. Donc ces neurones normalement disparaissent, on n'en a plus du tout, très peu à P25, là à P7 on en a quand même beaucoup. Et quand on bloque l'activité électrique ou qu'on hyperpolarise ces neurones, on les maintient et on peut les maintenir toute la vie. Donc l'activité neuronale est directement, on va dire, promeut l'élimination de ces cellules. Alors pas toutes les cellules, c'est 30% des cellules, mais on a un lien entre activité entrante et élimination de cellules transitoires. Et si on maintient artificiellement ces neurones de Carl-Redius, on peut le faire en bloquant par exemple les cascades apoptotiques. Et ces travaux ont été vraiment très joliment réalisés par le laboratoire d'Alessandra Pierani à l'IPNP et à l'Institut Imagine à Necker. Quand on maintient ces cellules qui sont normalement transitoires, je vous ai dit que ces neurones étaient importants pour orchestrer le développement des dendrites apicaux et de l'activité entrante. En fait, on a des défauts de câblage des circuits, on a des défauts de développement et notamment l'apparition de crises d'épilepsie et de défauts de comportement associés. Donc le maintien de ces cellules transitoires
où on va dire l'absence de leur élimination timée par l'activité peut, de manière définitive, induire des défauts de câblage. L'activité est aussi très importante pour remanier, au-delà de l'activité, remanier la morphologie de certains neurones. Et ça, c'est juste un exemple qu'on a vu, mais je voudrais le rappeler. Dans la couche 4, les neurones initialement sont pyramidaux. Et c'est l'arrivée et l'activité des axones thalamiques dans la couche 4 qui induit un changement et un remaniement de la morphologie et des dendrites de ces neurones qui vont se transformer en neurones épineux étoilés dans la couche 4 et former les barrelles ou les tonneaux associés et avoir cette morphologie très particulière. Et cette transformation qui est la perte de ce dendrite apical et le remodelage des dendrites vers l'intérieur des champs de tonneaux et activité dépendant médiée par l'activité des axones thalamiques, ce qu'on a vu. Donc, par exemple, si on bloque l'activité thalamique dans la couche 4, on va maintenir ces neurones qui ont une morphologie pyramidale assez spectaculaire. Ce qui a bien été démontré maintenant aussi, c'est que l'activité thalamique qui arrive, donc je vous ai dit l'activité peut moduler les cascades apoptotiques, permettre la survie des neurones, etc. Dans le contexte du remodelage de la morphologie, on a bien identifié, les chercheurs ont bien identifié les cascades en aval qui impliquent des facteurs de transcription notamment, qui vont être capables de remanier complètement, par exemple, l'orientation des dendrites vers des neurones, vers des axones qui sont actifs. Et donc on a induction de l'expression de ces facteurs ou renforcement de l'expression de ces facteurs en réponse à de l'activité induite par les axones entrants. Donc en fait, pour résumer, au-delà de dire on a un pré-câblage et l'activité arrive et ça va faire une modification des circuits, une adaptation, ce qu'on a, c'est que les circuits se développent complètement en interaction croisée et circulaire avec l'activité entrante. Donc on a des programmes développementaux qui vont permettre de commencer à générer les différentes couches. Les neurones de Caral-Redus qui viennent d'en bas, les neurones qui vont former les couches, les interneurones qui vont migrer, etc. Et ça commence, on va produire des neurones de la sous-plaque qui vont étendre un axone et permettre l'arrivée des différents neurones, etc., etc. Et ces neurones vont commencer à être spontanément actifs. Les neurones de Caral-Redus et de la sous-plaque sont un petit peu actifs, ont une capacité à être dépolarisés. Mais ces neurones de la sous-plaque vont émettre un axone et ça va permettre aux axones thalamiques entrants d'arriver et de les connecter. Et donc, ils vont les connecter et ce que ça va faire, c'est que ça va complètement perturber, modifier l'activité des circuits qui sont présents à ce moment-là. Et cette activité entrante va induire elle-même des changements structurels dans ces circuits en cours de développement. On va avoir des déconnexions. Les axones qui, normalement, sont situés au niveau de la sous-plaque vont peut-être induire la mort de certains neurones, notamment de la sous-plaque. On va avoir une réorganisation, la migration neuronale continue, le maintien de certains neurones va être influencé. Et donc ça va induire des changements dans les circuits. Ces changements dans les circuits, il y a plus ou moins de cellules, certaines cellules vont être éliminées, etc. Ça va modifier le patron d'activité de ces circuits, la manière dont ils sont câblés. L'activité entrante, elle aussi change. Initialement, on n'a que de l'activité thalamique, l'activité périphérique arrive, la nature de l'activité entrante va également changer. Donc les connexions locales vont changer, mais l'activité va aussi changer. Ça va changer le patron global d'activité des circuits, de l'activité spontanée. Ça va moduler l'expression de certains facteurs, contrôler l'élimination de certains neurones, les neurones de Caral-Redus ou les neurones de la sous-plaque, induire des remodelages axonaux, etc. Et ça, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va encore induire une modification de la circuiterie qui, elle-même, en réponse à une activité entrante changeante, va être remodelée. Donc, ce qu'on a vraiment, c'est une construction des circuits qui se fait étape par étape
à chaque fois en dialogue, en intégrant des programmes développementaux, une activité entrante qui va impacter sur le circuit, lui-même va changer, l'activité entrante change, etc., etc. Et donc on peut considérer qu'on a plusieurs circuits transitoires, un circuit transitoire qui est avant l'arrivée des axones thalamiques, un circuit transitoire qui correspond à l'arrivée des axones thalamiques avec les différentes vagues, puis l'arrivée, on va dire par exemple dans les champs de tonneaux en patch, qui va encore avoir une information différente, les axones rentrent dans la plaque, vont connecter la couche 4, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose de complètement intégré et chacune de ces étapes va être associée à un profil d'activité différent des circuits, ce dont je vous parlais, les différentes signatures. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, ces circuits transitoires qui vont être associés à une orchestration particulière et l'intégration de différents circuits. C'est vraiment quelque chose qui est, on va dire, qui commence à être bien disséqué, mais pour lesquels il manque encore on va dire, des informations, mais on observe vraiment ces transitions très particulières. Alors, ce qu'on va voir vraiment la semaine prochaine, dont je n'ai pas du tout parlé, c'est que ces transitions, ces deux dernières transitions, avant, on va dire, une extinction, un remodelage massif de l'activité spontanée, sont liées à la maturation de l'inhibition de ces fameux interneurones qui rentrent dans la plaque et qui vont moduler la manière dont l'activité circule et l'activité des différents neurones. Et ça, c'est quelque chose qu'on verra, comment ces interneurones rentrent, comment ils modulent l'activité des circuits entrants et comment ils peuvent permettre d'ouvrir des fenêtres de plasticité, etc. Voilà. Alors le lien, donc tout ça finalement, je vous ai beaucoup parlé des modèles animaux, des modèles rongeurs, qui ont vraiment permis, encore une fois, en enlevant certains neurones, en modulant l'activité, en faisant des perturbations sensorielles ou des privations sensorielles précoces, de disséquer vraiment fonctionnellement la causalité des différents circuits. Est-ce qu'il y a un lien avec la pathologie ? J'ai un peu parlé de la vulnérabilité de la sous-plaque, mais est-ce qu'il y a un lien avec des pathologies chez l'homme ? Alors la première question qu'on peut se poser, c'est des questions de correspondance. Est-ce qu'on retrouve finalement ces activités, ces patrons d'activité, ces séquences développementales chez l'homme alignées de la même manière que chez l'homme ? Donc déjà, les processus développementaux qu'on a pu identifier, je vous l'ai dit, même s'il y a des variations, il y a quand même une grande conservation des principes de construction entre les rongeurs et l'homme. Et les stades développementaux dont je vous ai parlé, la naissance chez l'homme, c'est à peu près un équivalent P4 chez la souris, c'est-à-dire le moment où les axones thalamiques arrivent dans la couche 4. Donc toutes les phases associées à la préplaque sont plutôt des phases qui vont avoir lieu finalement avant la naissance chez l'homme, et notamment dans cette phase potentielle où on peut avoir des accouchements ou des naissances prématurées ou extrêmement prématurées, où on a ici la couche de la sous-plaque et ici la couche du cortex qui sont décalées dans le temps. Donc l'observation, l'étude des enfants prématurés ou des très grands prématurés a vraiment permis de regarder les profils d'activité. On s'est bien sûr rendu compte qu'on retrouvait des activités corrélées très fortes chez les grands prématurés ou chez les prématurés qu'on ne voyait pas chez les enfants nés à terme. Et on retrouve ça aussi bien en faisant des EEG qu'en regardant différentes connexions. Ça, c'est un autre contexte. Mais ce qui est très clair aussi, c'est que le développement qui suit permet de résoudre, bien sûr, et d'évoluer dans ces patrons de connexion. Donc on retrouve finalement des cinétiques ou des signatures qui vont être associées à un stade développemental qui n'est pas nécessairement associé au fait qu'on soit, entre guillemets, dans un contexte prénatal ou dans un contexte postnatal, mais qui est vraiment lié à une étape du développement. Et dans la plupart des cas, dans les contextes de naissance prématurée, il n'y a aucun, on va dire,
souci, le câblage, la transition se fait de manière tout à fait normale. Par contre, dans des contextes de très grande prématurité, comme je le disais, où on peut avoir des inflammations, des modifications et qu'on peut avoir des défauts de développement de la sous-plaque ou de vulnérabilité de la sous-plaque, on peut avoir des conséquences à plus long terme. Ce qui est aussi, on va dire, un paramètre ou un critère finalement à prendre en compte, c'est que ces modifications de patron d'activité, c'est en même temps, on va dire, causal dans des défauts de développement. On peut avoir des activités électriques qui vont affecter la manière dont les circuits se câblent par la suite, mais ça peut aussi être une signature d'un développement qui lui-même a été altéré à des phases précoces. Donc on commence à utiliser ces différentes signatures qui ont été bien identifiées pour suivre les différentes étapes de câblage dans des contextes pathologiques. De la même manière, on va retrouver dans certaines pathologies la persistance de certaines cellules qui sont notamment transitoires, comme les cellules de Karl-Redus qui ont été affectées qui ont été observées dans des malformations corticales ou dans d'autres pathologies, et dont on pense que finalement c'est le reflet d'un développement anormal altéré, potentiellement lié à des défauts d'activité ou d'élimination de ces circuits transitoires. Donc de manière assez claire, on a l'existence de cellules, soit dans la sous-plaque, soit dans la plaque, dans la zone marginale, cellules de Karl-Redus, qui vont jouer des rôles absolument essentiels dans des phases précoces, quand l'activité arrive alors que les circuits ne sont pas encore prêts, on va dire, et que l'activité entrante commence déjà à être là, et vont permettre de coordonner le développement et le câblage d'une colonne corticale qui va être présent entre ces deux extrêmes. Et puis, on va avoir une élimination progressive de ces circuits transitoires. Il y a probablement plusieurs circuits transitoires qui sont éliminés successivement. Et ces remodelages vont eux-mêmes chambouler ou modifier l'activité. On va avoir des patrons qui vont être corrélés, mais qui vont être un petit peu différents. Et on va se retrouver ensuite avec des activités plus réduites. Si on a des modifications de ces patrons d'activité, on peut aussi affecter la survie ou l'élimination de ces neurones transitoires. Et donc se retrouver avec des neurones persistants qui sont en même temps le reflet d'une activité probablement anormale et qui, en restant persistants, vont participer à l'induction d'un câblage défectif. Comme on l'a vu, si on a survie des neurones de Karl-Redus, par exemple, on sait que c'est suffisant, par exemple, pour induire des défauts de câblage. Donc un vrai dialogue entre des circuits transitoires, l'élimination très très timée de ces circuits transitoires et le remodelage de ces circuits, qui est lié à une activité entrante. Ces remodelages vont changer l'activité, qui elle-même va agir sur les neurones, etc., etc. Voilà. Donc, globalement, on se retrouve avec un rôle de l'activité entrante qui passe par des circuits transitoires, qui va permettre de coordonner et qui est un acteur, on va dire, permanent ou on va dire en interaction récurrente avec les programmes génétiques pour réguler, moduler la construction des circuits et permettre une véritable, encore une fois, adaptation, coordination, précision, raffinement des colonnes corticales qui vont permettre une représentation très fine de la périphérie des organes sensoriels dans le contexte des cartes corticales associées à des fonctions ou aux aires primaires dans ces régions. Alors on s'est principalement focalisé sur ces neurones transitoires. C'est quand même incroyable que finalement l'activité entrante soit complètement organisée par des neurones qui après disparaissent, sont plus là et font autre chose, qui permettent l'entrée de ces axones et coordonnent la manière dont l'activité
va permettre d'agir initialement sur le cortex. Et puis, ce qu'on verra, c'est la semaine prochaine, c'est qu'en fait, après ces circuits transitoires, on va avoir l'intégration de ces petits interneurones qui arrivent de régions ventrales, qui vont s'intégrer dans les circuits, qui vont permettre de moduler la manière dont le câblage se fait, l'activité dans les circuits. Et c'est cette phase qui va permettre de faire émerger des propriétés fonctionnelles des circuits et va ensuite être essentielle pour l'extinction de cette activité spontanée et le passage à, on va dire, une phase différente qui, cette fois-ci, une phase où les circuits peuvent répondre à une activité sensorielle évoquée, cette fois-ci associée à l'exploration active par l'animal de son environnement et donc de rentrer dans une nouvelle phase. Voilà, alors là on est dans les circuits, j'espère que ça a été, on verra comment d'autres circuits se coordonnent, mais on est vraiment dans une interaction complète et récurrente entre des programmes innés, de l'activité entrante, autogénérée, une adaptation qui va permettre ensuite une adaptation à l'environnement. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne semaine.